tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça m'avait énormément manqué de faire des vidéos. Vous l'avez peut-être pas remarqué vous-même étant donné que je vous avais quand même fait des programmations durant 2 semaines, mais je suis partie pendant plus de 10 jours au Portugal et je suis arrivée il y a 2 jours peut-être. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que ça me fait super plaisir de revenir, ça manque. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler un petit peu, voilà, sans prise de tête, de vous expliquer surtout comment s'était déroulé mon second accouchement, parce que j'avais déjà fait une première version de mon premier accouchement en vidéo et c'est vrai que l'expérience avait été assez désastreuse de mon côté et je ne voulais pas forcément tourner une seconde vidéo pour parler d'un second accouchement. Pour moi c'était un peu redondant, même si les deux histoires sont complètement différentes, j'avais pas envie de re-rentrer là-dedans. Et ce qui m'a décidé en fait à aborder le sujet et à raconter mon expérience pour ce deuxième accouchement, c'est que j'ai beaucoup autour de moi des personnes qui ont eu leur premier enfant, pour qui l'accouchement s'est pas très bien passé et qui sont complètement paniqués, effrayés à l'idée de faire le second enfant. Donc ça peut être une question d'accouchement qui s'est mal passé, ou bien parce qu'ils ont peur de pas aimer le second enfant comme ils aiment leur premier. Donc c'est pour ça que je me suis dit que faire une vidéo avec ma propre expérience sur le sujet n'aidera pas tout le monde certes, mais pourra peut-être aider quelques personnes. À partir du moment où ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, moi ça me va très bien. Alors concernant ce second accouchement, il faut savoir que moi j'ai accouché avec presque 3 semaines d'avance. Le bébé était considéré comme à terme quoi qu'il en soit. Donc tout a commencé un soir où j'étais allongée dans mon lit à regarder la télé avec mon chéri et j'ai eu envie de me lever pour aller au cabinet. Et en me levant, j'ai trouvé que c'était pénible. J'ai ressenti vraiment que mon corps était lourd, que mon corps était fatigué, que ça tirait et que c'était assez inhabituel par rapport aux autres fois. Et j'avais dit à mon chéri, ouf, laisse-moi te dire que c'est dans pas longtemps. Et à cette même période, j'étais malade, je crois que j'avais une bronchite, donc je toussais beaucoup, et c'est vrai qu'à chaque fois que je toussais, ça me fatiguait énormément, et je trouvais que je contractais beaucoup sur le ventre en toussant, et j'avais peur que le bébé s'engage dans le col, parce que c'est vrai que j'avais mal, j'avais une douleur en fait dans le bas-ventre, entre les jambes. Alors je me rappelle que le lendemain de cette fameuse nuit où j'ai eu des difficultés à me lever, je dis de bon matin à David, j'aimerais bien que tu m'emmènes chez le médecin histoire qu'il me fasse un toucher et qu'il me dise si le bébé a la tête engagée dans le col, parce que j'ai peur que le fait de tousser accélère les choses et je voulais aussi surtout avoir un traitement compatible avec la grossesse pour stopper la toux et laisser mon bébé à terre. Donc nous avons déposé le premier à l'école le matin et directement dans la foulée nous sommes allés chez le médecin, sauf que le médecin a eu je crois presque 1 heure de retard. Et il y avait déjà beaucoup de monde devant moi. Je savais déjà par avance que le fait d'attendre ne m'aurait pas fait arriver à l'heure pour aller récupérer mon garçon à midi à l'école. Donc j'ai un petit peu abandonné l'idée du médecin, mais ça me trottait toujours un petit peu quelque part en tête. Donc on est allé chercher Aaron à l'école, on l'a fait manger à la maison, et je faisais quand même un petit peu la tête. Voilà, j'étais pas super bien parce que je trouvais que David le prenait un peu à la légère, alors que moi, je ressentais les choses. Et j'avais pas envie qu'il s'imagine que, voilà, que j'avais juste hâte que mon bébé arrive et que j'avais juste envie, voilà, d'avoir un toucher pour voir si le bébé était là ou non. Voilà, il pensait que c'était de l'impatience. Il y en avait certainement aussi un petit peu. Mais le but principal, c'était vraiment de stopper ma toux, ma bronchite, et être certaine que le bébé n'était pas descendu. Donc j'ai un petit peu fait la tête, et il a remarqué, il me dit « Bon, qu'est-ce qu'il te faut? Tu veux aller aux urgences, c'est ça ?» Alors moi forcément, j'ai dit « Mais non, aux urgences, ça vaut pas le coup, qu'est-ce qu'ils vont me dire aux urgences? Vous êtes folle madame, vous avez juste une toux. » J'avais peur qu'eux aussi pensent que j'étais juste une de ces mamans pressées qui attendaient leur bébé, et qui trouvaient tous les prétextes possibles pour l'avoir. Et au moment de raccompagner Aaron à l'école, j'ai réfléchi, j'ai dit non, j'ai besoin de savoir, je sens qu'il se passe quelque chose dans mon corps. Peut-être que c'est rien, mais j'ai besoin d'être sûre. Donc j'ai accepté qu'on aille aux urgences. On est donc allé aux urgences de la clinique dans laquelle je voulais accoucher. Et là, on commence à me faire un petit examen. Donc on me met le monitoring, tout va très bien, le rythme est normal, pas de contraction, rien d'inhabituel. On me repasse un petit peu le monitoring, on attend. Et rien ne se passe non plus, on me fait un toucher, le bébé est encore assez haut, le col n'était pas ouvert, franchement il n'y avait rien qui annonçait un accouchement. Et en discutant, les personnes, je sais plus exactement, je crois que j'ai eu affaire à une gynécologue et une sage-femme, en discutant, j'explique que j'ai de temps en temps voilà, des coulures dans la culotte. Et on me demande quel genre de coulure c'est, si c'est teinté, si ça ne l'est pas. Donc j'ai dit que la dernière fois que j'avais regardé, c'était teinté, mais que ça coule depuis déjà plusieurs jours. Alors là, ça les a beaucoup intrigués.
et décident de me refaire un autre test. Et en discutant, je leur dis « Ah ben vous voyez, au moment où je vous parle, je sens que ça coule, mais bon, je sais pas si c'est la perte du bouchon muqueux, je sais pas si ce sont de simples pertes vaginales, je savais pas à ce moment-là, mais pour moi c'était encore une fois rien de bien important. » Et la sage-femme décide de faire un ultime contrôle dans le cas où, et là c'était sans appel, elle me dit « Ouf, ça c'est du liquide amniotique, vous avez une fuite. » Et blackout. J'osais pas la contredire, mais j'avais qu'une envie, c'était de lui dire non, c'est pas possible. Ça doit être des pertes vaginales ou bien le bouchon muqueux, mais ça peut pas être ça, j'ai ça depuis des jours, c'est impossible. Donc je leur demande si elles vont me faire le test avec la bandelette, elles disent que ce n'est pas la peine, que c'est sûr et certain, que c'est vraiment du liquide amniotique, elles m'ont demandé de tousser, en toussant ça a coulé, et voilà, selon elles c'était réellement du liquide amniotique. Et dans mon esprit, j'arrivais pas à percuter, j'arrivais pas à me dire, ben oui, c'est effectivement du liquide amniotique, c'est bien ça, tu vas accoucher. Donc je commence à me rhabiller, je sais pas trop ce qui m'arrive, et je demande si je rentre à la maison. Et là, elles me disent, mais mademoiselle, vous n'avez pas compris, votre bébé, vous allez l'avoir ce soir, et si c'est pas ce soir, ce sera demain. Et je vous assure que c'est hyper perturbant quand vous ne vous y attendez pas. J'étais simplement allée, finalement, pour recevoir un traitement en urgence et également pour savoir si tout allait bien, et on vous annonce de but en blanc que vous êtes en train de perdre les os et que vous allez avoir votre bébé d'ici les prochaines 48 heures. Je n'étais pas du tout préparée à ça. Quand j'ai entendu la sage-femme me dire ça de manière très désuète, j'ai regardé David et je cherchais un regard, je sais pas exactement ce que je cherchais, j'étais perdue, il était encore plus perdu que moi. Je me souviens même l'avoir vu enlever le pull comme ça. Ça lui a fait monter une bouffée de chaleur, je sais pas, lui non plus, il était... Si moi je m'y attendais pas, alors lui s'y attendait encore moins que ça. Du coup, David s'est absenté, il est allé récupérer Aaron à l'école, il est allé le déposer chez ma grand-mère. Et là on a commencé à passer les coups de fil à tout le monde en annonçant que je ne sortirais pas de la clinique, que le bébé allait arriver dans la soirée ou bien même le lendemain. Alors j'ai attendu, je vous assure que quand on m'a conduit dans ma chambre, j'étais toute seule. Je ne faisais que regarder par la fenêtre, j'étais assise dans mon lit, je savais pas quoi faire. Et c'est là que vous avez joué un rôle très très important, c'est que moi j'étais totalement désemparée en fait, et David aussi, vu que c'était vraiment son premier accouchement auquel il allait assister. On a décidé avec David de partager une bonne partie de cet accouchement et de cette expérience avec vous sur Snapchat. Vous avez été très nombreux d'ailleurs à venir poursuivre ça, et je vous en remercie parce que vous avez été super chaleureux, super bienveillants. Vous avez partagé avec nous notre joie. Nous, on n'a pas trouvé que c'était un moment qui était exclusif à nous, qui était très intime. C'était une grande joie dans notre esprit, cette naissance de ce bébé-là, et on avait vraiment envie de le partager avec un maximum de personnes. Donc bien sûr, je vous ai pas emmené jusqu'à la table d'accouchement, mais voilà, vous en avez su pas mal en tout cas. Donc j'attendais, je tournais un petit peu en rond dans ma chambre, je faisais les 100 pas, et David est revenu avec mes affaires. Il a décidé de rester dormir avec moi à la clinique pendant tout le long, donc mon fils est resté chez ma grand-mère, son arrière-grand-mère. Et comme je savais que j'allais accoucher, j'essayais d'être attentive aux moindres détails qui pouvaient m'arriver. Donc dès que je ressentais un petit quelque chose, j'étais vraiment en fixette totale sur mon corps. Et lorsqu'on me mettait le monitoring, les contractions se déclenchaient. Dès qu'on me le retirait, je ne ressentais plus rien, plus de contractions. Et j'ai passé presque une nuit blanche en fait à attendre et à appréhender surtout ces contractions par rapport à ma première expérience qui avait été vraiment catastrophique. Je n'avais pas du tout supporté l'intensité des contractions, ça avait été terrible vraiment. Et c'est ça qu'en fait que je redoutais, c'était que ça me tombe d'un seul coup dessus et que je ne sache pas comment réagir. J'avais peur de dormir et de me réveiller de douleur et de vivre la douleur directement, que ce soit aussi long, enfin voilà, j'avais peur de tout un tas de choses. J'avais aussi entendu que pour un premier enfant, tout se passait très bien, zéro douleur, très rapidement également, et ça n'avait pas été mon cas. Donc c'est pour ça que j'aimais pas trop écouter les témoignages des uns et des autres. Surtout que je sais que la plupart des gens ont tendance à faire passer l'accouchement pour un petit conte de fées, alors qu'en réalité, c'est vraiment pas une partie de plaisir. Alors voilà, j'étais un petit peu imperméable à tous ces conseils, à tous ces gens qui essayaient de me rassurer. La première nuit s'écoule et toujours rien, pas de contraction, rien d'annonciateur en tout cas d'un accouchement. Et dans mon esprit, ça n'arrêtait pas de tourner en boucle. Je me disais, ils n'ont pas voulu me refaire
le second test avec la bandelette. Si ça se trouve, ils se sont trompés, c'est pas du liquide amniotique, ils me gardent là pour rien. J'étais vraiment dans un micro-déni d'accouchement. Et donc comme il s'est rien passé durant la nuit, les femmes ont décidé de me déclencher au petit matin. Et ça, vraiment, le déclenchement, par rapport à mon premier accouchement, je pense que c'est ce qui m'a vraiment conditionnée dans le bon sens du terme. Pourquoi? Parce que le déclenchement vous conditionne psychologiquement, vous savez, vous allez accoucher, vous savez plus ou moins quand ça va se passer. Et le fait de savoir, c'est le fait de pouvoir se préparer à ça finalement. Et j'en suis d'ailleurs très contente parce que vous voyez, j'ai toujours lu et entendu dire que lorsque vous avez par exemple la perte des os, c'est pas le moment de se précipiter à l'hôpital ou à votre clinique. On vous conseille en général de prendre une petite douche, de préparer vos affaires tranquillement et de partir tranquillement en clinique. Or en réalité, pour mon cas, dès que la poche des os a percé, c'était fini. Les contractions sont arrivées vitesse grand V et je crois que 20 minutes plus tard à tout casser, j'avais mon bébé dans les bras. Alors comment est-ce que ça s'est déroulé au niveau du déclenchement? Je me suis réveillée le matin, on ne m'a pas fait manger, il fallait que je sois à jeun. On m'a passé ensuite un coup de fil dans la chambre en me demandant de me rendre directement en salle d'accouchement. Donc je me suis rendue ensuite en salle d'accouchement. Je n'avais aucune contraction, je vous le rappelle, je n'avais aucune sensation particulière. J'étais vraiment pas prête à ce moment-là d'accoucher de manière naturelle, ça c'est certain. On m'a donc allongée sur une table et je crois qu'on m'a mis un produit en intraveineuse pour justement déclencher mon accouchement. Alors lorsqu'on m'a mis le produit, je commençais à sentir le ventre se durcir, effectivement, c'était très doux, très progressif. Donc j'ai pu, en ayant cette conscience que j'allais accoucher, suivre le crescendo de mes contractions et le fait qu'elles arrivent petit à petit ça vous permet vraiment de vous conditionner, je trouve. Donc les contractions sont arrivées petit à petit, mais la poche des os ne perçait toujours pas. Donc la sage-femme vient me voir et me dit, bon, mademoiselle, je sais plus exactement à quelle heure est-ce qu'elle m'a dit ça, mais c'était une heure tapante, 10h, 11h ou midi. Elle m'a dit, si à telle heure pile, vous n'avez toujours pas rompu votre poche, c'est moi qui m'en charge. Donc elle s'est absentée, on a attendu, je guettais l'heure, je voyais que je ne perçais toujours pas, et je me suis dit, bon ben... il va falloir qu'elle me perce la poche des os, j'espère que c'est pas trop douloureux. Encore une fois, je m'imaginais un tas de choses. Et lorsque sa main s'est posée sur la poignée de porte pour venir vers moi, comme un ballon, j'ai senti comme si ma vessie était en train de gonfler, de déborder, je l'ai senti venir. Et d'un seul coup, hop, j'ai senti que ça coulait entre les jambes très abondamment. J'ai compris que la poche des os avait été rompue. Donc à partir de là, c'était impeccable, j'avais pas eu besoin de passer par d'autres manipulations particulières. Donc là, elle m'a absolument tout expliqué, elle m'a dit « Maintenant mademoiselle que la poche des os a été rompue, les contractions vont s'intensifier. Et ces contractions-là vont descendre votre bébé de plus en plus dans votre bassin jusqu'à expulsion. Il faudra être courageuse, je vais vous demander de tenir jusqu'à, je sais plus, elle m'avait dit une heure en particulier. Elle m'avait dit qu'il fallait tenir un maximum, qu'on ne pouvait pas me poser la péridurale que je souhaitais avant un moment bien particulier parce que mon col bougeait, mais il était encore un peu frais, je crois qu'il était à 3, 4, par là en tout cas. Et c'était encore un peu tôt pour me poser quoi que ce soit. Donc elle m'a demandé d'être patiente. J'ai été patiente. Et là, je sentais les vagues de contraction qui venaient, qui partaient, qui venaient, qui partaient. Et dans mon esprit, à chaque fois que la contraction arrivait, j'essayais de me raisonner, de me dire « Tu sais très bien que c'est passager, tu sais très bien que c'est passager, ça ne va pas durer longtemps. C'est une douleur affreuse, très forte, mais elle ne va pas durer. Tu peux le faire, tu peux résister, tu peux résister. » Et dès que je la sentais partir, je me disais que j'étais fière de moi, que j'avais réussi à vaincre ça. Et dès que je ressentais ma contraction, vous voyez, j'expulsais mon air et le fait d'expulser mon air me faisait contracter naturellement en fait mon ventre et j'avais l'impression de sentir comme une descente. Donc à un moment donné, je n'en pouvais réellement plus, les douleurs étaient vraiment trop piquantes, trop vives, trop aiguës. J'avais les jambes qui ne tenaient plus en place, donc j'ai demandé à David qu'il appelle impérativement les sages-femmes pour qu'elles fassent quelque chose, qu'il fallait me poser la péridurale. J'étais dans un état, un état terrible, mais seulement physiquement, c'est-à-dire que moralement, j'arrivais.
j'y arrivais. Donc ils sont arrivés, bon, ils ont trouvé que ça faisait encore un peu tôt pour me poser la péridurale, mais ils l'ont quand même fait vu ma détresse. La péridurale a été posée. Je vous assure que dans la douleur, la péridurale, vous vous en foutez de l'aiguille, vous vous en foutez de la douleur qui est d'ailleurs minime. C'est plus une sensation grinçante, vous voyez, comme ça, en fait, vous craignez. C'est quelque chose qu'on peut craindre un petit peu comme des ongles sur un tableau, ni plus ni moins. Et l'anesthésiste m'a expliqué que la péridurale n'est pas une baguette magique, qu'on en met suffisamment pour que les contractions soient supportables, mais que j'allais toujours sentir une petite contraction, un petit quelque chose. Et j'ai attendu, et effectivement je sentais que je pouvais être sereine sur mon lit. Donc je sentais toujours ces petites vagues de contractions aller, venir, aller, venir. Mais je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que ces contractions revenaient. Et je me disais, mais c'est quand même pas normal déjà, j'ai pas pu profiter de ma sérénité. Pourtant, lors de mon premier accouchement, dès qu'on m'avait posé la péridurale, c'était comme s'il n'y avait plus rien. Je ne comprenais pas. Et dans mon esprit, je me disais, mon Dieu, il y a des femmes qui disaient que la péridurale ne marchait pas. Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui m'arrive? Et je sentais ces contractions revenir. J'ai paniqué vraiment intérieurement. Je me suis dit, il faut que je rappelle quelqu'un et qu'on m'augmente la dose parce qu'à mon avis, ils ont été pessimistes. Ils ont essayé d'en mettre très peu étant donné que j'avais demandé la péridurale tôt. Et alors qu'en réalité, j'ai besoin de plus. Donc j'appelle quelqu'un, une sage-femme arrive. Elle décide de m'examiner et là, elle m'annonce que je suis dilatée à 9 cm. Je suis passée de 4 à 9 cm en l'espace de peut-être une demi-heure. C'était remarquable. Et c'est vrai qu'effectivement, comme je vous disais, j'avais l'impression de sentir cette descente. Mon bébé descendait à chaque fois que je gérais ma contraction et que je soufflais. Je la poussais en fait, mais je la poussais de manière tout à fait physiologique. Je sais pas comment vous expliquer, moi-même je saurais pas vous le décrire. Et là elle me dit, ben votre bébé est là, je vais appeler la gynécologue, on va commencer à tout installer, commencer à mettre les jambes sur les... je sais plus comment ça s'appelle. Les étriers, non, je sais plus. Donc j'en revenais pas, encore une fois, je trouvais que c'était impossible. Cet accouchement m'est tellement tombé sur la tête que je comprenais vraiment pas, j'étais sonnée. Et là je vois toute l'équipe médicale arriver, les tables de préparer. Et je commençais à frémir, vraiment, parce que je voyais qu'ils préparaient le petit coin pour le bébé, avec le long drap, la tenue juste à côté, tous les produits pour recevoir le bébé, les outils pour couper le cordon, la totale. En fait, c'est à travers tous ces gestes-là que je voyais mon bébé arriver, mon bébé devenait concret à travers tous ces gestes médicaux. Et là, on m'a demandé de pousser. Et il s'est produit une chose que je n'aime pas du tout, que je n'avais pas aimé lors de mon premier accouchement et que je n'ai pas aimé non plus lors de ce second accouchement, c'est que pour vous motiver à pousser, tout le monde en chœur autour de vous se met à crier « Poussez, allez-y !» Et moi, je trouve ça tellement stressant. Franchement, mon envie profonde à ce moment-là, c'était de le faire dans le silence. Dans le silence, dans la maîtrise de moi-même. J'avais l'impression que plus le personnel était en train de crier et de m'encourager, et plus il me déconcentrait, me faisait perdre le fil de ma gestion de contraction et tout ça. Ce qui fait que dans leurs cris, j'entendais plus leurs cris, je déconnectais et j'arrivais plus à pousser. Ça m'a énervée parce que David faisait exactement la même chose de son côté. Donc à lui, je me suis permise de lui dire « S'il te plaît, David, stop, arrête !» Et au personnel, j'ai pas osé le leur dire, si ce n'est que j'en pouvais plus, qu'il fallait que je reprenne mon souffle, qu'ils attendent, qu'ils me laissent au moins une contraction de repos. Et le refuser catégoriquement, il fallait que le bébé sorte maintenant tout de suite. Et c'est qu'en 4 ou 5 poussées, je pense que ma fille est sortie. Et c'était magnifique. C'était magnifique. J'ai pas pleuré, j'ai pas été émue. Mon premier enfant, j'ai pas pleuré non plus. Je pensais que c'est parce que je l'avais très mal vécu. Mais en réalité, non. Ça me fait pas pleurer. Quand je reçois mes bébés, c'est... voilà, je m'attache à mes enfants. En fait, il me faut quelques jours pour être vraiment très attachée à eux. Dans les premières heures et les premiers jours, c'est de la découverte en fait. Je découvre mes bébés, c'est comme ça. Et voilà, j'ai vraiment trouvé cette expérience d'accouchement formidable comparée à ma première expérience. Et je n'ai plus peur. J'étais tétanisée par rapport à ce second enfant, par rapport à cette première expérience qui était désastreuse. Et maintenant, je n'ai plus peur. Tout comme j'avais peur de ne pas suffisamment moi aussi aimer mon second enfant par rapport à mon premier que je voyais comme un tout, comme mon roi. Et en réalité, la nature est
vraiment bien faite. On ne mesure pas en fait l'immensité de notre amour. Il faut la voir, il faut la vivre, il faut la voir devant les yeux, il faut être confronté à ça. Maintenant, je ne vois plus ma famille sans ma fille, c'est pas possible. Alors qu'avant, je ne jurais que par Aaron, voilà, Aaron, c'était mon enfant, mon parfait, mon précieux. Et maintenant j'en ai deux, je pensais pas être capable de les aimer autant l'un et l'autre, et en réalité si. Et c'est drôle parce que je les aime à ex-aequo, mais d'une manière différente l'un et l'autre, parce que chacun a son petit caractère, chacun a ses petites mimiques, ils sont uniques en fait. Et je les aime pareil, mais de manière unique. C'est trop beau, la maternité c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Par contre, il y a quelque chose que cette seconde grossesse a changé en moi. Je me rappelle qu'avant d'accoucher, je devais être enceinte de peut-être 8 mois, je m'amusais à dire lors d'une FAQ que j'adorais les enfants, mais d'un amour profond, et que mon objectif c'était vraiment d'avoir une famille nombreuse de 4 voire 5 enfants. Je le voulais viscéralement quand je n'avais qu'Aaron. Et maintenant que j'ai eu ma fille, comment vous dire, c'est un bébé qui est tellement facile à vivre en fait que je me dis ce serait finir sur une bonne note. Ce serait finir sur une bonne note. Je trouve que notre famille est comme au complet. Je ressens cette plénitude, je me sens complète avec ces 2 enfants. Et vous voyez, je suis passée d'un rêve d'avoir 4 à 5 enfants à en avoir finalement peut-être que 2. Comme j'avais dit à David, je ne ferme pas la porte à un 3e, peut-être dans quelques années, parce qu'on peut toujours changer d'avis. Là, c'est sûr que je viens de l'avoir. Peut-être que j'ai pas encore ce désir d'avoir encore un enfant. Mais si je m'arrêtais maintenant, ça ne me dérangerait plus, vous voyez. Donc voilà, c'est drôle en fait. C'est drôle comme... pas seulement la grossesse, mais le postpartum peut vraiment changer votre vision de la vie, votre vision des choses, et vous améliorer en fait. Mon premier enfant avait déjà changé beaucoup de choses en moi. J'étais devenue une personne meilleure, je trouve, grâce à mon fils. Et maintenant, grâce à ma fille, je deviens quelqu'un de différent, encore une fois. Peut-être encore meilleur d'un point de vue maternel, je sais pas. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Je sens que je deviens de plus en plus maternelle. Et c'est un rôle qui me plaît, c'est quelque chose qui me plaît. Et je remercie mes 2 enfants, d'ailleurs, de me faire ressentir ce genre de sentiments, ce genre d'émotions. Et c'est hyper valorisant, croyez-moi. De toute façon, je pense qu'il n'existe rien de plus valorisant au monde que ces enfants. Leurs yeux, la façon dont ils vous regardent, la façon dont ils vous aiment, la façon dont ils vous estiment, qu'ils vous respectent. C'est une relation qui est formidable et en tout cas que j'aurais pas pu me permettre de vivre qu'une seule fois. Il me fallait au moins vivre ça une seconde fois et qui sait, peut-être une 3e, on sait pas ce que l'avenir me réserve. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit récit d'expérience vous aura intéressé, vous aura renseigné, vous aura peut-être même fait ouvrir les yeux sur certains détails de la maternité, de la parentalité. N'hésitez pas vous aussi à venir en commentaire pour nous raconter votre propre expérience pour votre second accouchement. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Est-ce que vous l'avez mieux vécu que le premier? Peu importe, il y a tellement de choses à dire, donc je vous laisse faire. Et je vous propose de venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux que je vous laisse ci-contre. Je vous souhaite une très très belle journée et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.